Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Alors, j'en parlais au tout début de l'émission, Benoît Pelletier, cet intellectuel de référence du camp fédéraliste qui s'était engagé en politique pour défendre l'autonomie québécoise dans une perspective fédéraliste post-Meach, post-référendaire, nous a quittés beaucoup plus tôt qu'on aurait pu le croire au milieu de la soixantaine. Et c'est l'occasion pour plusieurs de lui rendre hommage aujourd'hui avec raison. Et c'est d'abord par cet hommage que nous commencerons notre conversation avec Emmanuel Latraverse. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors, Benoît Pelletier, pour les uns, pour les autres, donc pour certains, c'était d'abord un politique, pour d'autres, c'était d'abord un intellectuel qui était demeuré un intello en politique et qui a cherché vraiment à laisser une empreinte dans la vie publique en pensant un autonomisme pour son temps. Quel regard portais-tu sur lui? Moi, je porte le regard d'un intellectuel qui est demeuré intellectuel en politique. Et quand je réfléchis à ce qu'il laisse derrière lui, il laisse, c'est sûr, un trou au sein du mouvement fédéraliste. C'est en parlant de l'œuvre qu'il a essayé d'accomplir en politique qu'on se rend compte de l'espèce de vacuité du discours fédéraliste au Canada, au Québec en ce moment. Benoît Pelletier est un fédéraliste des plus convaincus. Il était nationaliste, mais pas dans un nationalisme que j'appelle, certes, de manière parfois réductrice, là, du tapage de pied, là, genre on veut plus de pouvoir. C'est une espèce de nationalisme pour trouver une façon d'intégrer le Québec comme force au sein du Canada et amener le Canada à petit, donner la voix qui lui revient au Québec, les accommodements qui reviennent au Québec. Puis il ne faut pas oublier que maintenant, on prend pour acquis le fait que Québec a un droit de retrait avec pleine compensation. Là, M. Trudeau, on va en reparler, là, mais dans une valse d'annonces hallucinantes où la réaction automatique, c'est Québec veut son chèque. Avant l'arrivée de Benoît Pelletier, ce n'était pas ça. Il a été un des grands artisans de ce compromis-là au sein du Canada, dans le cadre des accords de la négociation sur la santé avec Paul Martin en 2006. C'est lui qui a été l'architecte de ce qui est le Conseil de la Fédération que M. Legault, on en a déjà parlé, toi et moi, n'utilise pas à plein escient. Mais donc, il croyait fermement à l'idée d'un Québec, le Québec fort dans un Canada uni, mais dans un Québec qui saurait obtenir un espace pour mener sa propre destinée, mais la mener en restant dans le Canada. Et je pense que c'est ce qu'on voit en ce moment, c'est que l'espèce de troisième voie qu'a essayé de définir M. Legault est un peu, se frappe aux limites de rester dans le Canada sans en être. Et en même temps, ce qu'on voit, c'est que le camp fédéraliste du côté du Québec, particulièrement au sein du PLQ, n'a plus cette voix qui réfléchit au Canada. Tu peux pas seulement, c'est des questions tellement complexes de comment articuler la place du Québec au sein du Canada, etc., que ça prend des gens qui réfléchissent, ça prend des gens qui pensent, ça prend des gens qui maîtrisent les leviers, les outils, tout le reste. Et c'est un peu ce qu'apportait avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de respect, je pense, dans l'espace public, M. Pelletier. Alors, Benoît Pelletier, on se souvient de son parcours intellectuel. Son entrée en politique, c'est à travers le rapport Pelletier. Début des années 2000, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'est un rapport où il cherche à refonder la doctrine, je pense en 2001, la doctrine des libéraux sur le plan constitutionnel. Et moi, je l'ai toujours lu avec intérêt. J'ai toujours eu l'impression que c'est un homme qui était au seuil de basculer à l'extérieur du fédéralisme sans jamais vraiment le quitter. C'est-à-dire, tout son raisonnement l'amenait à dire ça va être difficile, ce ne sera pas possible, mais en dernière instance, le Canada demeure l'horizon indépassable de ma réflexion sur le Québec. Sens-tu qu'il y avait un paradoxe chez lui ou Non, une mais moi, je tension? vois pas un paradoxe là-dedans. Je pense que ça incarne l'espèce de. S'il y en a un paradoxe, c'est le paradoxe qui est propre à une si grande proportion de Québécois qui sont pas prêts à faire le saut dans l'idéal absolu de la souveraineté et qui croient qu'il y a moyen, en continuant à travailler, à bûcher, à œuvrer, à continuer à faire avancer le Canada, à continuer à le faire évoluer et à continuer à élargir,
à établir, à camper, si on veut, les cadres d'un respect du Québec comme un des deux peuples fondateurs et qui a le droit d'assumer sa différence là-dedans. Et la preuve, c'est que quand il était là, et au fil des années Charest, c'est sûr Jean Charest était un premier ministre très, 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 très canadien, là, on s'entend, là, il n'y a personne qui remet en doute son attachement ultime au fédéralisme. Mais l'ironie, c'est que c'est quand même une époque où le Québec a eu des gains, a fait des avancées et qui étaient très importantes au sein du fédéralisme, plus que depuis que M. Charest a quitté le pouvoir et plus que depuis qu'on n'a plus une espèce d'intellectuel du nationalisme québécois au sein du Canada qui œuvre dans le parti du PLQ. Et je pense qu'en ce moment, ça se voit, ce vide-là, au sein du PLQ, dont le seul repère idéologique, finalement, finit par être celui du PLC, finit par Ouais. être un repère idéologique des libéraux fédéraux. Mais c'est la première fois depuis des décennies qu'on en est là. Parce que dans Alors, la fibre ça a de été ce revendiqué par parti-là, Philippe Couillard. Philippe Couillard Philippe a marqué, Couillard, tu as absolument il a raison. marqué la rupture clairement, consciemment. Quand il a pris la direction du parti, c'était dans cet esprit. Il voulait rompre avec la parenthèse nationaliste de l'histoire du PLQ depuis la Révolution tranquille. Il l'a même pas Oui, mais caché, là. je pense que le canadianisme de Philippe Couillard demeurait différent du canadianisme du PLQ qui, en ce moment, est purement ancré dans les repères idéologiques du Parti libéral du Canada sous Justin Trudeau. Et moi, je pense que c'est ce qui manque en ce moment au PLQ, c'est d'être capable d'articuler une vision claire de ce que peut être le Québec au sein du Canada, qui n'est pas seulement la vision trudeauesque, là, si on veut, que c'est une 10e province comme les autres, sauf qu'elle, elle a le droit de revendiquer son chèque une fois de temps en temps, tu sais. Alors, dernière question sur Pelletier avant de parler du Canada plus largement, justement. J'ai l'impression qu'il y a une différence de fond, se dit, entre l'autonomisme de Pelletier et celui de la CAQ. Pelletier, c'est un Absolument. autonomisme qui acceptait le Canada comme un lieu d'appartenance véritable, alors que Ouais. l'autonomisme de la CAQ, c'est un souverainisme moins. C'est-à-dire, on n'a pas fait l'indépendance, donc on va se replier sur le Québec sans pour autant, donc on demeure dans, mais sans s'intéresser au Canada. Donc on veut être autonomiste, mais Je suis sans jouer la absolument partie d'accord avec ça. canadienne. Donc, alors j'ai l'impression que Et je c'est pense qu'on deux en voit les autonomismes risques assez en ce moment. différents. Absolument, parce que la logique du nationalisme à la Benoît Pelletier, si on veut, c'est que le Québec fait partie du Canada, que le Canada fait aussi partie du Québec, c'est à Ouais. double sens, là. Et que le nationalisme est une façon de continuer à assurer un rayonnement du Québec et un droit à la différence du Québec, mais c'est ancré dans une réflexion sur ses institutions légales, comme le Code civil, etc., pour assurer que le Québec soit respecté, ait sa place et continue à prospérer. Alors que le nationalisme de M. Legault est ancré dans un rejet du Canada, dans un rejet de ses institutions, dans un rejet et dans un désintérêt du Canada, je pense. Et c'est là que moi, je suis de ceux qui puis on en a déjà parlé, je sais que toi, tu n'es pas d'accord avec moi, mais moi, je pense que c'est là qu'on en voit les limites. Parce que, si tu veux, c'est comme n'importe qui essaie de transformer une entreprise, une machine, quelque chose de l'intérieur. Il faut que tu comprennes la bête à laquelle tu t'attaques, entre guillemets. Il faut que tu en comprennes les leviers, les nuances, les subtilités. Il y a une forme de diplomatie qui vient avec les relations interprovinciales quand tu veux faire avancer le Québec. Et parce que le nationalisme de M. Legault est axé dans un autonomisme, dans une cassure avec le reste du Canada, c'est comme on revendique le droit du village gaulois. Et c'est ce qui fait que dans le détour, à plusieurs reprises, M. Legault s'est fait prendre dans ce jeu-là, où les alliances qu'il forge ne sont pas assez solides, où il rate des occasions de forger des alliances parce qu'il n'est pas intéressé, parce qu'il n'a pas compris les chances qui s'offrent à lui. Et c'est dans cet axe-là, je suis entièrement d'accord, que
Toi, tu appelles ça l'autonomisme. Moi, j'appelle ça le nationalisme traditionnel là, de Benoît Pelletier, est très différent de cette troisième voie de François Legault. Et donc, mais ce que je trouve intéressant, cependant, c'est que son décès ramène à l'avant-plan l'importance d'avoir une réflexion intellectuelle autour de ça. Tu ne peux pas seulement mener la joute du nationalisme québécois, peu importe la forme que ça prend, que ce soit la forme à la Benoît Pelletier ou la forme à la François Legault, strictement dans une logique de parti d'échec politique. Parce que c'est comme si tu joues aux échecs, mais sans les assises solides qui permettaient Oui. justement à terme à Benoît Pelletier et au gouvernement auquel il appartenait à l'époque d'avoir quand même gagné ce qui aujourd'hui sont des gains qui sont pris pour acquis, mais dont on voit l'importance et la pérennité presque 20 ans plus tard. J'ajouterais que jouer aux échecs avec le Canada, c'est d'un côté, quand on est Québécois, avoir 3 pions, puis de l'autre côté, ils ont que des reines, donc on se fait battre à tout coup. Mais c'est une autre question, parce que tu parlais de la connaissance. Justement. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. On est journée d'hommage, donc je critique pas, mais les gains dont tu parles étaient des gains, à mon avis, mineurs. Son projet a échoué parce qu'il ne pouvait pas réussir. Rien qui sera jamais bon à part le Grand Soir dans ton livre. Là. Très juste, mais il peut avoir plus que ce qu'il a obtenu. Cela dit, tu dis, il faut connaître la bête, le Canada, pour être capable de faire affaire avec lui. Or, tu nous annonçais ce matin dans le journal que la bête était morte. Tu m'annonces que le Canada n'est plus. Donc, la bête est finie, la fin du Canada. Mais c'est une autre manière de dire la même chose. Je pose la question. Qu'est-ce qui reste d'un pays, OK, quand ses fondements comptent plus? Ouais, Puis, mais ça, c'est un point de vue très Non, mais ça, c'est... Toi, tu dis ses fondements. Moi, on peut te rappeler que le fédéralisme, à l'origine, dans le Canada, c'est un compromis accordé au Québec parce que le Canada voulait un gouvernement central fort et des provinces avec un statut de municipalité. Puis la seule raison pour laquelle il n'avait pas été capable de faire ça, c'est parce que le Québec était trop pesant puis il n'embarquait pas si on lui accordait pas le fédéralisme. Ben oui, mais alors, c'est le fondement pareil. Non, mais c'est un fondement circonstanciel, mais la vraie nature du Canada, c'est de vouloir un gouvernement centralisé national fort. Basé sur un compromis. Tu penses qu'il n'y a pas des compromis majeurs autour de l'organisation constitutionnelle des États-Unis? C'est la nature d'un État fédératif. McDonald voulait, et tous les autres ont toujours voulu un État central fort, qui était plus qu'un État gouvernement fédéral. Donc là, à l'instant, Trudeau, c'est la même chose. Diefenbaker, c'est la même chose. Fondamentalement, le Canada devient ce qu'il a toujours voulu être s'il n'y avait pas le caillou québécois dans les pattes. C'est-à-dire... Oui, mais il est là, le caillou québécois. Et moi, de moins en moins, on le fait fondre. Non, mais ça, c'est toi. Tu vas toujours trouver une façon de nous convaincre que le moment est venu de faire la souveraineté. Moi, je regarde le Canada tel qu'il est avec mon regard d'analyste vu de l'extérieur. Et tu sais que je suis une institutionnaliste, c'est comme ça que tu m'appelles, hein, que moi, des politiques publiques. Dans ma lecture de ce qu'est un pays est basé souvent sur un compromis. Dans le cas du Canada, il y en a un. Ce compromis, c'est la Constitution. C'est le partage des compétences entre un gouvernement fédéral et ses provinces, et c'est un compromis basé sur les deux peuples fondateurs. Et on se retrouve... Ça, c'est oublié depuis longtemps, si je peux me permettre. On a toujours été les seuls à y croire. Hein? Au Canada anglais, ils n'ont jamais cru. Je peux me permettre ce rappel. Je le ramène dans le sauce parce que ça rend mon argument plus intéressant. D'accord, mais moi, si je crois que je suis une gazelle, je ne deviens pas une gazelle pour autant. Je veux dire, à un moment donné, croire quelque chose pour soi, ça ne suffit pas à le faire exister dans la tête de l'autre. Oui, mais je suis pas sûre que ça suffisait pas à le faire exister. C'était au moins reconnu comme un principe que si dans son cœur, on le reconnaissait pas, au Canada anglais, on reconnaissait que la notion de se devait d'exister. C'était déjà ça. Mais on est quand même, ça pour dire, en 2024, où la Constitution ne compte plus. Parce que tout l'argument du gouvernement fédéral en ce moment, que ce soit pour les garderies, dont les provinces n'ont jamais voulu. On leur a passé ça en travers de la gorge. L'assurance médicaments, dont les provinces ne veulent pas, qu'on va leur passer en travers de la gorge. L'assurance dentaire, puis là, on est rendu que le gouvernement fédéral nous lance un programme de club des petits déjeuners. OK. Non, mais je veux dire, sérieusement, là, ça n'a aucun sens, là. Et l'argument autour de ça,
c'est la survie politique de Justin Trudeau, mais comme on peut pas dire ça, genre, faut bien que je fasse quelque chose si je veux pas me faire détruire puis essayer de gagner mes élections. On cadre ça autour mais le monde en a besoin. Mais on Mais nous dit ça depuis les à années partir du 50, tu le sais. Oui, mais là, on est dans une cavale absolument délirante, là. C'est quand même, si au terme de cet exercice-là, sous M. Trudeau, on va avoir eu le plus grand élargissement du filet social au Canada. Et c'est d'autant plus dangereux que, premièrement, ces milliards-là que le gouvernement Trudeau dépense dans des affaires qui ne le regardent pas, c'est des milliards qu'il ne met pas là où il devrait le faire. Alors, cette année seulement, là, 6 milliards pour les garderies à l'échelle nationale, 3 milliards pour l'assurance dentaire. Il va avoir, moi je calcule, 200 millions pour les petits déjeuners. Il va avoir probablement un autre milliard et demi pour l'assurance médicaments. Mettons qu'on arrive à 10 milliards. Mais c'est 10 milliards de plus que le gouvernement aurait pu mettre chaque année en santé, par exemple, pour rééquilibrer un financement équitable de la santé et faire en sorte qu'on arrête d'avoir un régime qui se désintègre de l'intérieur. Et le problème, c'est qu'il est double. En maintenant imposant ces programmes-là en travers de la gorge des provinces, il place les provinces dans une situation de dépendance et de vulnérabilité. C'est pour ça que dans ma chronique, je dis, tu sais, Jean Chrétien disait, le fédéral, je suis pas un magasin général. Mais on n'est même plus là. M. Trudeau est en train de faire en sorte que le fédéral est en train de devenir une banque alimentaire. Parce que les provinces sont obligées finalement, avec un fusil sur la tempe et beaucoup de relations publiques, de signer pour tous ces programmes-là, le jour où il va falloir assainir les finances publiques, qu'est-ce qui va sauter? C'est ces programmes-là. Les provinces vont être prises avec le programme sans le financement du fédéral, comme on l'a vu en santé. Alors, non seulement sur une question de principe et de droit et de constitutionnalité, c'est injustifié et illégitime ce que fait le gouvernement fédéral, mais pire que ça, à terme, il fragilise l'architecture du Canada parce qu'il fragilise les provinces et leur capacité à terme de faire leurs propres choix. Alors, tu te dis, jetons ça aux poubelles, faisons une conférence constitutionnelle puis négocions un État unitaire, là, ça va être moins compliqué, là. Non, justement, l'État unitaire, ils l'ont toujours construit comme ça, c'est-à-dire par des programmes, ils décident d'imposer des choses, donc ils font un État unitaire de fait et ils municipalisent les provinces de fait. Ensuite, il y a pas. Puis quand il faut faire un changement de constitution, on crée une logique défédératrice par le pouvoir de la Cour suprême, par les chartes et ainsi de suite. Ils sont en train de réussir leur coup, ils sont plus patients que nous. Et là, c'est à ce moment précis que je suis très discourtois parce qu'il faut passer l'antenne à ceux qui suivront. Tu t'assures d'avoir le dernier mot. Ça va bien? T'as le dernier mot, Au en revoir. 10 secondes. En 10 secondes, pourquoi ai-je tort? Ben, tu as tort parce qu'il y a d'autres gouvernements qui vont venir. Et puis, moi, je pense qu'au contraire, les provinces sont en train de se réveiller à ça et le combat contre la taxe carbone en est un symbole très fort. Je connais cette histoire et ça ne s'est jamais passé. Cher Emmanuel, c'était un plaisir, on se reparle. Au revoir. J'ai raison. Bye. Cher ami, c'était un plaisir de vous parler. Nous nous retrouvons très vite pour poursuivre nos conversations, nos échanges, nos analyses. À très vite.